Voilà, Daniel Craig tire sa révérence après 15 ans de bons et loyaux services faits de haut et de bas. Bah ce nouvel opus, ça valait le coup quand même. Bonjour à tous, il va être question de Mourir peut attendre, le 25e James Bond réalisé par Cary Joji Fukunaga. L'histoire, quelques années après avoir mis le leader de Spectre Blofeld sous les barreaux, James Bond a quitté le MI6 et mène une vie paisible aux côtés de Madeleine Swann. Mais son repos sera de courte durée, en effet son vieil ami Félix Leiter lui demande de l'aider pour secourir le scientifique Valdo Obrouchev, créateur de Héraclès, une arme bactériologique à base de nanorobots. Cette mission va le mener à affronter Lucifer Safin, un mystérieux ennemi qui est prêt à s'en prendre aux personnes que James a de plus cher pour parvenir à ses fins. 25 films, 6 interprètes différents, des succès en pagaille. Oui, la franchise James Bond fait partie du panthéon des grandes sagas du cinéma. En 2006, Daniel Craig enfilait le costume de l'agent 007 avec classe dans l'excellent Casino Royale. 15 ans plus tard, l'acteur tire sa référence avec un 5e volet fortement attendu depuis presque 2 ans et qui aura subi moult remous. Entre le départ de Danny Boyle au profit de Cary Joji Fukunaga, Daniel Craig a presque accepté de jouer dans ce film pour un gros chèque ou encore sortie repoussée pour cause de pandémie. Mourir peut attendre sort enfin sur les écrans pour un résultat que si tout n'est pas parfait, le film propose une ambition et une émotion nouvelle pour le personnage, s'imposant comme un magnifique adieu à l'ère Daniel Craig. Une véritable montagne russe pour l'acteur après un démarrage canon avec Casino Royale qui imposait de nouvelles règles. Quantum of Solace se présentait malheureusement comme une suite officielle, abîmant quelque peu la mythologie de son prédécesseur. Skyfall avait superbement remis les pendules à l'heure en explorant le passé tortueux de son personnage, jusqu'à Spectre qui aura maladroitement bifurqué entre passé et présent pour un film hybride blindé de bonnes idées, mais bloqué par un scénario compliqué par moment et d'interminables longueurs. Mourir peut attendre se devait de conclure ce fil rouge tout en réussissant à reconnecter une mythologie beaucoup plus cohérente, en faisant corriger les défauts de ses prédécesseurs et dans l'ensemble, le défi est réussi, permettant à Daniel Craig de sortir par la grande porte. Pendant une première heure, le film nous embarque dans tout ce qui fait la force de la saga en termes de divertissement, cochant toutes les bonnes cases dans le cahier des charges bondien. Le trauma de Vesper plane encore et Mourir peut attendre ne se prive pas de nous faire comprendre l'héritage du personnage. Nous explosons directement à la gueule pour enchaîner ensuite avec une course-poursuite impressionnante dans les rues de Matera en Italie. Fusillade, Aston Martin, gadgets explosifs, tous les ingrédients sont là. Rajouté par une couche avec le retour de Madeleine Swann, Léa Seydoux beaucoup plus imposante que dans Spectre, et le retour de Blofeld qui est malheureusement vite expédié. Là où avant l'ère Daniel Craig, chaque épisode était un petit peu présenté comme un standalone où tu n'avais pas besoin d'avoir vu les opus précédents pour comprendre l'histoire. Depuis Casino Royale, chaque film avec l'acteur garde un fil conducteur et Mourir peut attendre plus que jamais. James Bond doit affronter son propre mythe et sa propre réalité en accentuant les clins d'œil et les références, ce qui peut être un sacrilège pour certains comme pour le final d'ailleurs, mais comme les scénaristes se sont jamais vraiment réapproprié le personnage, l'héritage de la saga planait toujours au-dessus, devenant légendaire dans sa propre diégèse, à la limite pourquoi pas. Niveau hommage, on a droit à la réutilisation de la chanson We Have All the Time in the World, qui est mise à un certain moment décidant du sort de James Bond, puisqu'elle était déjà présente dans l'un des meilleurs opus de la saga, à savoir Au service de sa majesté avec George Lazenby. Autre grosse référence avec ce film, la Aston Martin V8, d'où était morte la femme de James Bond, Teresa Di Vincenzo. L'action se situe un moment en Jamaïque, là où Ian Fleming a eu l'idée de créer le personnage. Ensuite, avec les bagarres, les courses-poursuites et les gadgets, c'est surtout aux précédents acteurs que le film rend hommage, que ce soit Roger Moore, Pierce Brosnan ou encore Timothy Dalton. En revanche, petite déception pour les personnages féminins qu'on met le plus en avant. Bon, Madeleine Swann est plus la love interest, donc au pire, ça va. Mais par contre, la nouvelle James Bond Girl, interprétée par Lashana Lynch, est mal exploitée malheureusement. J'aime bien son caractère, mais elle est jamais vraiment mise en valeur car elle est toujours désamorcée par James Bond qui a toujours une longueur d'avance sur elle. Naomi Harris sert vraiment à rien et finalement, la grosse surprise vient du personnage de Paloma, interprété par Ana de Armas, qui vole littéralement la vedette à toutes les autres femmes du film. Très attachante aux jeunes espionnes cubaines qui vient de faire ses classes. La scène où elle est présente est vraiment bien filmée, ça joue bien sur son décor et sur ses qualités physiques. Je dis ça parce que c'est aussi une belle actrice. James Bond a toujours été une saga pas forcément féministe, mais avec des personnages féminins forts, complexes et libérés, que ce soit Michelle Yeoh, Famke Janssen ou encore Halle Berry. Ici, la plus badass, c'est celle qu'on voit le moins. C'est dommage car la nouvelle 007, comme elle est pas assez développée, elle a un caractère un petit peu genre je me la pète, tu vois, genre James Bond, vous êtes vieux, moi je fais partie de la nouvelle génération et ça va pas plus loin que ça. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Du coup, tu t'attaches pas trop à elle. C'est dommage, j'aurais bien voulu qu'on explore un petit peu plus loin le personnage. Par contre, une chose qui pour moi n'est vraiment
pas très réussi. On dit souvent qu'on juge la qualité d'un James Bond sur la qualité de son antagoniste. Et ici, le bad guy interprété par Rami Malek se révèle finalement un mégalomane en puissance, comme tu en as vu déjà plein d'autres dans les épisodes précédents. Si à la scène d'ouverture, on aurait pu se demander sur l'inquiétante étrangeté qu'il pouvait dégager derrière son masque, c'est finalement surtout le symbole et ce côté menace qui plane qui font la force de ce Lucifer Safin. Mais la performance de l'acteur, toujours tout en finesse, qui débarque seulement à pratiquement la dernière partie de l'intrigue, présenté avec son visage à stigmate, s'exprimant à voix basse, me rappelant beaucoup le méchant joué par Javier Bardem dans Skyfall. Reste que malheureusement, avec son costume de moine gourou, il fait vraiment pas le figure face à ses prédécesseurs. Son histoire est juste liée à la vengeance et ça va pas plus loin que ça, et c'est ce qu'on attend d'un James Bond, un méchant qui marque, et pas sûr qu'ici ça soit le cas malgré le talent indéniable de son interprète. Niveau mise en scène, Kari Joji Fukunaga, à qui l'on doit la série True Detective, propose, grâce au format IMAX, d'apporter de la grandeur aux scènes d'action, filmées avec une vraie énergie, bien sûr la scène en Italie, mais également celle à Cuba qui pour moi est la meilleure scène du film, sans oublier la scène en forêt avec cette ambiance brumeuse, un mélange de folie furieuse dans les visuels et d'extrême simplicité dans son esthétique, étant moins dans la pyrotechnie pour plus se diriger dans l'émotion, ce qui est le sel de la saga avec Daniel Craig. Hans Zimmer, à qui c'est sa première incursion dans la saga, se réapproprie les thèmes cultes, les réhabilite un petit peu à sa sauce. Elle est bien, mais personnellement, elle m'a pas marqué plus que ça. Par contre, le cinéaste joue extrêmement bien sur la notion de hors-champ, la scène d'ouverture sur la jeunesse de Madeleine Swann, qui te présente un petit peu sa rencontre avec Safin comme une sorte de film d'horreur, et la scène dans la forêt où les bruitages font la réussite sur cette menace qui peut arriver à tout moment. Maintenant, comme dit, le gros problème du film, ce sont surtout les personnages qui gravitent autour de James Bond, qui ne servent un petit peu comme des outils pour faire légèrement avancer l'intrigue. Une cohabitation où chaque facette, aussi bien visuelle que narrative, en fait ressortir les qualités, mais également les gros défauts de la saga, en tout cas ces dernières années. Les anciens Naomi Harris, Ralph Fiennes et Christophe Waltz font acte de présence, et les nouveaux, hormis Paloma dans la scène à Cuba, sont clairement là pour faire tapisserie et ne s'imposent jamais. Une portée humaine pour James Bond qui prend tout son sens lors de la dernière partie, qui est quand même assez longue. Le film dure 2h50, c'est pratiquement l'épisode le plus long de la saga, je crois. Maintenant, le film amène un retournement assez inattendu, aussi bien dans l'ensemble des films James Bond par son choix qui va forcément polémiquer, mais aussi pour les fans qui vont pouvoir débattre dessus. Même vers la fin, quand t'as les membres du MI6 qui boivent un verre en sa mémoire, t'as un verre caché dans la pénombre qui est là un petit peu pour nous rappeler que le monde aura forcément un jour ou l'autre besoin de James Bond. C'est un personnage qui a toujours vécu dans son époque, mais qui peut aussi s'avérer risqué dans l'avenir de la franchise, car oui, James Bond reviendra. Une saga aussi lucrative financièrement, t'inquiète pas, ils vont pas s'arrêter là, mais qui reflète en miroir l'état de notre société actuelle et dans l'esprit le cinéma de divertissement moderne. Pour ce qui est présenté ici, nous questionner s'il y aura une certaine légitimité dans les années à venir. Bon, vous avez pu le voir, j'évite de spoiler le film, mais bon, à l'heure où je tourne la vidéo, je pense que la majorité vous l'avez tous déjà vu, même si merci les réseaux sociaux pour gâcher la fin. Après, vous avez pu voir aussi que j'ai pas trop analysé la mise en scène parce que je trouve que j'ai pas reconnu un petit peu la patte du réalisateur, et c'est un petit peu ce que je reproche depuis Casino Royale, à part peut-être Skyfall. Il y a pas un épisode où tu dis ça c'est un film de Sam Mendes, ça c'est un film de Martin Campbell, ça c'est un film de Fukunaga, tu vois. À part vraiment Skyfall où tu voyais quelques fulgurances typiques du cinéma de Sam Mendes, mais en fait le truc c'est que tu vois plus ça dans la continuité de l'histoire, parce que tous les épisodes sont liés, ce qui était une première dans la saga James Bond. Et en fait le truc c'est que je regarde plus la saga James Bond comme en fait, le truc, c'est que je regarde aujourd'hui les films James Bond plutôt comme je regarde un Mission Impossible, en termes de pur divertissement. Même si, comparé à Mission Impossible, ça va plus dans l'émotion. Mais voilà, James Bond aujourd'hui, c'est pas que le personnage ne m'intéresse plus, mais vraiment, je regarde juste ça d'un point de vue assez passif. Le film doit quand même être une forme d'adieu pour quelques années, parce que je pense que pour renouveler la saga, il va falloir attendre quelques années, aussi bien dans les mentalités de ce que ce James Bond peut apporter à notre monde, dans la philosophie du personnage, et aussi pouvoir modeler un univers où il a encore sa place. Sûrement un énième reboot pour un retour aux sources salvateur au personnage créé par Ian Fleming. En conclusion, Mourir peut attendre est une conclusion épique, mais aussi risquée par moments, brûlant une grande page de la saga, osant enfin là où d'autres prenaient guère de risques. Si l'épisode traîne certains défauts classiques, longueur excessive du métrage, second rôle inutile, méchant insipide et écriture très simpliste, le film joue sur la nostalgie qui permettra aux fans de mieux digérer la pilule par ses gimmicks, son humour qui fait toujours mouche,
ainsi que ses fulgurances dans l'action habituelle à la saga. Après 60 ans et 25 films, James Bond s'offre malgré tout une conclusion digne de la légende, une fin avant tout émotionnelle sur un personnage certes universel mais humain avant tout qui prend des coups comme tout le monde pour mieux se relever ensuite, ce qui manque un petit peu dans le cinéma actuel. Pas le meilleur avec Daniel Craig, mais un épisode nécessaire pour en comprendre tout l'héritage qu'il laisse derrière lui. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce James Bond. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et bien sûr, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.